Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. Aujourd'hui, je vous parle en solo du jeu risqué. La Société canadienne de pédiatrie s'est dernièrement prononcée en faveur du jeu libre et du jeu risqué. C'est déjà quelque chose que je mettais de l'avant puis que j'avais un peu abordé dans l'épisode avec Audrey Sénéchal, dans l'épisode 5. Audrey qui est physiothérapeute, donc on avait abordé le mouvement puis le mouvement en nature avec elle. Mais j'ai pensé qu'après cette sortie des pédiatres, il serait vraiment intéressant de prendre un moment pour parler uniquement du jeu risqué, de mieux le comprendre, de mieux comprendre ses bienfaits et de prendre le temps de l'analyser un peu plus du point de vue relationnel aussi. Donc, pour faire ça, je me base sur les articles qui ont été rédigés par la Société canadienne de pédiatrie. Puis, j'ai vérifié auprès d'eux que j'étais autorisée, que j'avais le droit de repartager le tout en utilisant des parties de manière vraiment intégrale ou de manière identique aux articles, mais en vous vulgarisant le tout, évidemment, là. Donc, les informations que vous allez retrouver ici sont précises et sont valides. Je trouvais que c'était important de le faire parce que tout ce qui a trait à nos enfants nous touche vraiment beaucoup. On souhaite bien faire, mais c'est aussi important de bien comprendre et de se baser sur des vrais éléments et non sur seulement des informations qui vont se promener un peu au gré du vent suite à des sorties dans les médias. Et donc, à travers tout ça, je vais nécessairement vous partager un peu mon ressenti sur certains points, puis aussi certaines analyses plus relationnelles, parce que vous savez que c'est toujours ce qui prime à mes yeux. Alors d'abord, je pense qu'il faut faire la différence entre deux termes qu'on confond parfois, soit le risque et le danger. Donc, je vais vous donner les deux définitions qui ont été partagées par la Société canadienne de pédiatrie, la SCP. Donc, un danger se pose dans des situations où le risque de blessure dépasse la capacité de l'enfant à le percevoir comme tel ou à le gérer. Par exemple, un toboggan qui serait mal ancré, qui peut basculer sous le poids d'un enfant ou une branche d'arbre pourrie qui pourrait casser. Un risque, c'est observé dans des situations où l'enfant peut reconnaître et évaluer la difficulté à opter pour un plan d'action selon ses préférences personnelles et la perception de ses propres habiletés. Par exemple, jusqu'à quelle hauteur il grimpera dans une structure ou à quelle vitesse il peut dévaler une pente. Donc, c'est une nuance qui est importante et ce qui est touché, c'est que c'est à l'adulte de déterminer si une situation est risquée ou dangereuse. Mais si on reprend les exemples plus hauts, on pourrait se dire que monter le toboggan au lieu de descendre représente un risque parce que l'enfant est en mesure d'évaluer ce qu'il peut tenter. Tandis que si vous voyez que la structure n'est pas solide, alors il y a un danger que l'enfant ne peut pas nécessairement percevoir et c'est à vous de poser une limite. Donc, un enfant qui grimpe dans un arbre solide où il y a plusieurs branches à sa hauteur représente un risque, mais l'enfant peut prendre son temps, faire des tests et évoluer là-dedans puis essayer. Si les branches de l'arbre sont pourries puis que c'est quelque chose que l'enfant ne connaît pas, bien, elles peuvent casser à tout moment puis l'enfant n'a pas cette capacité-là à le prévoir. Donc, vous pouvez à ce moment-là l'accompagner dans l'apprentissage de ça puis poser une limite en lui montrant. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de jeux risqués qui ont été nommés par la Société canadienne de pédiatrie. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une meilleure image de ce que ça représente, les jeux risqués. Donc, la première catégorie, c'est les jeux en hauteur, donc grimper, sauter, être suspendu en hauteur. Il y a les jeux à grande vitesse, donc faire du vélo à grande vitesse, de la luge à grande vitesse, glisser, courir à très grande vitesse. Il y a aussi les jeux avec des outils, donc participer à des activités supervisées, mais à l'aide d'une scie, d'une hache, d'un couteau, d'un marteau ou de cordes, comme par exemple construire une cabane dans le bois, tailler du bois. Donc, ça nécessite vraiment des outils qui peuvent être considérés moins pour les enfants. Jeux à proximité d'éléments dangereux, donc jouer près du feu, jouer près de l'eau. Il y a aussi les jeux turbulents ou désorganisés, donc faire de la lutte, se chamailler, se bagarrer, faire des jeux avec des bâtons.
Et les jeux comportant un risque de disparaître de la vue ou de se perdre. Donc, explorer des aires de jeu, des quartiers, des bois sans la supervision d'un adulte ou avec des jeunes enfants sous une supervision plus limitée, comme par exemple jouer à la cachette sur le terrain. Donc, on peut perdre de vue l'enfant pendant un certain moment. Il y a aussi les jeux comportant des chocs, donc percuter quelque chose ou quelqu'un à répétition pour le plaisir, là. Donc, encore là, on parle un peu de bataille ou de chamaillage. Et finalement, le jeu par procuration. Donc, souvent, c'est un jeu qui va faire éprouver des frissons de regarder d'autres enfants, souvent plus âgés, se livrer à un jeu risqué. Donc, le jeu risqué aurait plusieurs avantages sur le développement des enfants. Puis, je vais vous en présenter quelques-uns. Tout d'abord, du point de vue de la santé physique, avoir l'occasion de pratiquer des jeux libres et risqués, bien, ça augmenterait naturellement le taux d'activité quotidienne. Si j'ai plus de possibilités de jeu, je joue plus. Mais ça améliorerait l'activité physique tout au long de la vie aussi. Ce qui fait que nos enfants qui auraient expérimenté plus de types de jeux, dont le jeu risqué, auraient tendance à rester actifs tout au long de leur vie. Comme la plupart des jeux risqués ont tendance à se faire dehors, en nature, bien, les vivre de manière plus régulière contribuerait à moduler le système immunitaire. Donc là, je vais reprendre les termes exacts de l'article. L'ajout de plantes et d'éléments naturels ou mobiles, comme des barils, des bûches, des pneus sur le terrain d'un milieu de garde, peut inciter les enfants à creuser et à grimper de manière plus accrue et inciterait la diversité bactérienne de leur peau et modifierait leur microbiote intestinal. Donc, c'est là où on voit qu'il y a aussi un effet positif sur la santé générale. Maintenant, pour la santé mentale et affective, la Société canadienne de pédiatrie partage une étude où pendant plusieurs mois, les enfants étaient autorisés dans les écoles à faire des jeux risqués et turbulents. Ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est qu'il y avait une augmentation du signalement de bousculade, oui, mais une diminution des conflits en général et une diminution de l'intimidation. Des études ont démontré aussi que l'accès à des jeux désorganisés et turbulents améliorait finalement la capacité de résolution de problèmes, et ça particulièrement chez les garçons. Puis qu'en général, il ressortait de ça une plus grande estime de soi et souvent une meilleure concentration. Donc, finalement, le jeu risqué permet d'exposer l'enfant à des situations qui lui font peur et ainsi expérimenter l'incertitude. L'incertitude associée à une activation physiologique et des stratégies d'adaptation qui peuvent considérablement réduire le risque de forte anxiété chez l'enfant. Bon, maintenant, je suis maman. Je suis la maman d'un petit garçon, un petit miracle auquel je tiens plus qu'à ma propre vie. Donc, je suis totalement consciente que pour certains parents, donner plus d'accès à des jeux risqués, imaginer leurs enfants grimper plus haut, sauter plus loin, dévaler des pentes à toute vitesse peut être vraiment challengeant et difficile. Ou vous avez peut-être le genre d'enfant qui va déjà à fond la caisse, puis vous m'écoutez en me disant « Bon, il n'y a rien vraiment de nouveau ici, je suis juste bien contente de savoir que tous ces sauts périlleux sont approuvés par les pédiatres. » Mais si, au contraire, vous êtes un parent plus hélicoptère, qui surveille tout, qui a toujours la main en dessous des foufounes quand il y en a un qui grimpe, qui attrape vite dans le bas de la glissade, puis qui ne laisse pas grimper dans la nature, bien, je suis consciente que tout ça, ça représente un grand défi, là. Personnellement, moi, je suis un peu un genre de mix dans ça. Je suis une maman qui prône la nature, qui laisse grimper son enfant dans les rochers, dans les arbres, qui trouve que c'est un droit fondamental pour un enfant d'être sale, de toucher à tout, de sauter dans les flaques de bouette. Mais je suis toujours derrière lui quand il va monter, grimper en hauteur. J'ai vraiment de la misère à me la fermer aussi. Je suis toujours en train de dire, de nommer. Donc, je peux difficilement accepter de ne pas le voir aussi. Cette idée de cachette avec risque de disparaître, juste le prononcer, ça me donne des palpitations. Alors, chaque choix qu'on fait en tant que parent a des conséquences puis des impacts. Mais en être conscient puis être conscient de ce que sont les bonnes choses à faire ou les recommandations, bien, ça peut nous aider à prendre les meilleures décisions possibles.
Puis dans mon approche en général ici, j'aime pas prendre un angle de «je vous dis quoi faire». Je souhaite susciter des réflexions, amener à l'observation puis à l'introspection. Je crois sincèrement au fait qu'on a de meilleures informations. Quand on a les meilleures informations, on porte un regard plus éclairé, puis on finit par faire les meilleurs choix parce que ça s'ensuit naturellement. Mais pour apporter des changements, il faut se sentir en sécurité. Puis ici, je parle de sécurité émotionnelle, bien sûr. Là, j'en profite aussi pour dire que je n'ai pas abordé toutes ces familles là, qui vivent dans des milieux, justement, plus insécurisants. Puis quand on parle de jouer dehors, on pense plus à des petites ruelles, pas toujours propres, et non à des grandes belles forêts, là, des belles grandes forêts. Donc, je comprends que les enjeux sont tout autres selon les contextes. Mais quand même, d'être conscient de ce qui est optimal pour nos enfants, ça nous aide quand même. Donc, c'est correct de respecter vos limites en étant conscient que parfois, nos propres limites personnelles peuvent nuire au développement de nos enfants, au développement optimal. Donc, on ne peut pas toujours fournir cet environnement-là parfait, mais le viser reste un objectif important selon moi. On est des guides pour nos enfants, puis on est responsable de l'environnement qu'on leur offre. Donc, on doit réfléchir à ce que nous transmettons dans ces moments-là. Est-ce quand eux, ils ont l'élan, est-ce qu'on les appuie là-dedans? Est-ce qu'on les laisse explorer, essayer de tester, d'apprendre, de se développer là-dedans? Est-ce que dans ces moments-là, vous êtes un soutien rassurant, un pilier de confiance ou plutôt un frein ou un accélérateur de stress? Je vous invite simplement à porter un regard vers vous, à réfléchir aux mots que vous utilisez, aux comportements réflexes que vous avez dans ces situations-là. Puis maintenant, justement, un peu plus en lien avec notre posture, je vous partage encore un petit extrait là, de la SPC parce que je le trouve bien expliqué. Lorsque les enfants sont sous la supervision des adultes, on les entend souvent se faire prévenir par des expressions comme « Fais attention, penses-tu que c'est une bonne idée? Ralentis, pas trop haut. » C'est vraiment mon genre, là. Les adultes bienveillants veulent généralement leur dire « Je t'aime, je tiens à toi, je m'inquiète pour toi. » Mais les enfants qui reçoivent des avertissements répétés finissent par comprendre « Tu me fais pas confiance. » Tu penses pas que je suis capable. Ces mises en garde, qui sont inoffensives, mais répétées souvent dans le temps, peuvent transmettre de la peur, même si le danger est minime ou inexistant. Donc, par ailleurs, ces paroles n'aident pas l'enfant à gérer son jeu dans une situation risquée. Ce qui peut, encore une fois, lorsqu'elles sont répétées, nuire à la confiance envers ses propres habiletés et réduire l'attrait du jeu actif. Alors, je vous invite donc à y aller par étapes. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de ne rien dire du tout, pensez à nommer vos émotions et ce que vous voyez plutôt que de dire quoi faire ou de remettre en question l'enfant. Ce mur-ci est vraiment un mur plus haut que ce que tu escalades habituellement. Il y a eu de la pluie cette nuit, ça rend le sol très glissant. Cette branche est trop petite pour que tu y grimpes. Ou carrément, c'est un défi que tu arriverais sûrement à réussir, mais c'est trop pour moi aujourd'hui. Je suis craintive, peut-être une autre fois. De cette manière-là, l'enfant, il ne devrait pas en fait avoir la sensation que vous doutez de ses capacités ou que vous n'avez pas assez confiance en lui. Vous avez droit à vos limites. Il faut simplement s'assurer que vos limites n'empêchent pas votre enfant d'être lui-même. On peut aussi utiliser des questions un peu pour se rassurer puis savoir ce que notre enfant a en tête. T'sais, as-tu un plan pour monter jusque-là? Comment tu prévois descendre par la suite? Les jeux libres et risqués sont donc vraiment à revaloriser dans notre quotidien pour favoriser plus de mouvements, souvent plus de connexion avec la nature, comme la plupart se passe là, et donc une meilleure balance aussi du système immunitaire. Également, on a vu que ça améliorait la gestion de conflits, il y avait une réduction de l'anxiété, une meilleure confiance en soi, une capacité d'analyse du risque augmentée et évidemment de meilleures compétences motrices. Les avantages sont définitivement plus nombreux que les inconvénients. Alors, prenez un moment pour observer votre quotidien de parent, de famille ou d'intervenant.
Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça chez vous? Est-ce que c'est un challenge? Et comment vous pourriez faire le premier petit pas en direction d'un peu plus de jeux risqués? Connaissant maintenant mieux les recommandations et pourquoi, et les pourquoi derrière ces recommandations-là, j'espère que vous vous sentez un peu mieux outillé pour commencer. Alors, merci de votre écoute.